globalement, quand je dis un attribut, il est statique, c'est un attribut qui est partagé par tous les objets de la classe. Ça veut dire que là, il ne va pas exister pour chaque objet de la classe, mais il va exister en un seul exemplaire et partagé par tous les objets de la classe. Ça veut dire que cet attribut qui est statique, si je le modifie, il sera modifié pour tous les objets que j'aurai créés pour la classe et même pour les nouveaux objets qui vont être créés après, ils vont avoir cette même valeur d'attribut statique. Bon, après, on avait donné donc l'exemple par exemple, de couleur pour un segment. On avait dit, si je veux, par exemple, que tous mes segments soient colorés avec la même couleur, je déclare donc, à tout moment, bien sûr, je déclare mon attribut, donc couleur, je le déclare statique. J'avais parlé aussi de l'exemple de filière. J'ai dit, si je m'intéresse à la filière d'un ensemble d'étudiants et si je m'intéresse à un ensemble d'étudiants qui sont issus tous de la même filière, il ne faut pas aller représenter cet attribut filière pour chaque objet étudiant. Il faut le déclarer statique parce que en fait, ça va être la filière informatique pour tout le monde. Donc, elle va être partagée par tous. On avait parlé de l'autre exemple aussi. On avait dit si on voulait, par exemple, numéroter les objets de manière séquentielle, l'astuce qu'on utilise, c'est d'utiliser donc un compteur statique. Le compteur statique que l'on va incrémenter dans le constructeur à chaque création d'un nouvel objet. Là, j'ai pas... Oui, c'est bon. Il y avait une petite erreur que je n'avais pas réglée, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas à ce niveau. Bon. Donc là, j'avais dit, pour suivre la création des objets de manière séquentielle, j'utilise cet attribut compteur que j'incrémente à chaque fois que je fais une création d'objet. C'est ce que vous voyez ici. Donc, compteur plus plus, après le numéro égale compteur. Donc, j'ai un attribut qui s'appelle numéro qui n'est pas statique, mais j'ai un attribut CPT qui est le compteur et qui est statique. Donc, l'attribut compteur, il s'incrémente et à chaque création, donc la nouvelle valeur de ce compteur sera le numéro du nouveau point qui sera créé. Les points auront des numéros différents, mais le compteur, il est unique. Il est unique, il va contenir à chaque fois la dernière valeur du numéro d'objet créé. Bon, je vais essayer d'avancer. Là, on avait parlé aussi, j'avais évoqué aussi la notion de méthode d'instance et méthode de classe. Bon, ça, c'est l'exemple du compteur et du numéro. Voilà, donc une méthode d'instance, donc c'est une méthode qui est appelée par la référence sur une référence d'objet. On avait dit qu'une méthode statique, c'est une méthode qui est appelée à travers le nom de la classe. D'accord, à travers le nom de la classe. Une méthode statique, lorsque vous l'écrivez, il ne faut jamais utiliser la référence this à l'intérieur parce qu'elle n'est pas appelée par une référence d'objet. Donc, il y avait une règle qui disait, bon, lorsque vous écrivez une méthode statique, il faudrait en fait que tous les attributs que vous utilisez à l'intérieur de cette méthode, il faudrait qu'ils soient statiques. Il y a une autre règle qui est l'implication inverse qui dit que si une méthode utilise que des attributs statiques de sa classe, ou bien qui appelle des méthodes statiques de sa classe uniquement, il faut la déclarer statique. Ça, c'est une des règles, c'est avant cette diapo. Après, donc, je voulais montrer un peu la différence entre méthode d'instance et méthode de classe. Et j'ai pris l'exemple de la méthode égale de la classe point. Voilà. Donc là, dans la classe point, j'ai écrit deux méthodes égales. Elles ont des signatures différentes. Bon, c'est une surcharge de méthodes, elles ont des signatures différentes. Elles ont le même nom. Alors, la première, regardez, booléenne égale point P2. C'est une méthode d'instance. Bon, à l'intérieur, elle utilise le this. Elle retourne si this.x égale P2.x and this.y égale P2.y, elle va retourner vrai. Sinon, elle va retourner faux. D'accord? Donc, cette méthode, c'est une méthode d'instance. Au moment de l'appel de cette méthode, vous allez écrire if P1 égale P2. Bon, entre parenthèses, le P2.
C'est une méthode qui s'appelle sur une référence d'objet. Donc, P1 point égale, et l'autre objet, c'est le paramètre P2. Par contre, si je dois écrire une méthode de classe, comme le point P1 ne peut pas précéder le nom de la méthode, je ne peux pas l'appeler une méthode de classe, je ne peux pas l'appeler avec une référence d'objet, et bien les deux objets vont passer comme paramètres. En fait, ça rejoint un peu ce que vous avez l'habitude d'écrire dans les procédures et les fonctions, dans la programmation procédurale fonctionnelle. Les objets sur lesquels on veut faire un traitement, on les fait passer en paramètres, on n'a pas le choix. C'est exactement la même chose. Donc là, ma méthode statique booléenne égale, je fais passer les deux points. Et vous remarquez, à l'intérieur, je n'utilise guère la référence this, j'utilise P1.x égale P2.x and P1.y égale P2.y. Si c'est vrai, elle va me retourner vrai, sinon elle va me retourner faux. Et après, pour l'appel, eh bien, cette méthode, une méthode de classe, il faut toujours la faire précéder du nom de la classe, pas d'une référence d'objet. Voilà. Donc, dans une méthode main, je vous montre la différence lorsque je veux appeler une méthode d'instance et lorsque je veux appeler une méthode de classe. Là, j'ai créé deux points, A et B, avec les coordonnées 5, 3 et B avec les coordonnées moins 10, 4. Après, je peux vérifier l'égalité entre les deux points, donc indifféremment en utilisant la méthode égale d'instance ou bien la méthode égale de classe. Voilà, donc si je veux utiliser la méthode d'instance, j'écris if P1 point égale P2 égale à true. Si je veux utiliser la méthode de classe, j'écris if point égale. Donc, je fais précéder le nom de ma méthode par le nom de la classe point. If point égale, et je fais passer les deux paramètres. Les deux objets, je les fais passer en paramètre P1, P2 égale true. Voilà, là, vous voyez clairement donc la différence entre une méthode d'instance et une méthode de classe. Il faut savoir aussi que les méthodes de classe, vous pouvez les appeler sans création d'objets. Hein. J'avais donné l'exemple de la classe maths. La classe maths où on avait la méthode de maths SQRT, maths.pao, etc. Là, on n'a pas besoin de créer d'objets de la classe maths. En fait, c'est une méthode comme une procédure, comme une fonction qui calcule la racine carrée d'une valeur que je lui donne entre parenthèses. Voilà. C'est aussi la méthode PAO, c'est comme une fonction au sens traditionnel, classique, qui calcule la puissance x à la puissance y, la puissance entre deux nombres, x à la puissance y. J'écris if math.pao, x virgule y, et là, je n'ai même pas besoin de créer un new math, un objet obj égale new math pour appeler la méthode PAO de la classe math. Donc, une méthode de classe, elle peut être appelée sans avoir créé du tout d'objet de la classe parce qu'en fait, elle ne va rien faire sur les objets de la classe. Donc, ça dépend de ce que l'on veut faire avec ces méthodes. Bon, donc ça, c'est rappel, hein, parce que là, j'avais déjà expliqué. Là, j'arrive au modificateur final ou final. Donc, ce modificateur, il est utilisé pour définir des constantes. Si vous avez besoin de définir une constante dans un programme Java, il faut utiliser le modificateur final. Donc, c'est une constante, c'est quelque chose qui ne change pas de valeur. Vous lui donnez une valeur au début, donc une première valeur, et elle ne doit pas changer. C'est le sens classique de la constante. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Java aussi, comme les attributs, il existe deux types de constantes, des constantes d'instance et des constantes de classe. En fait, comme ce qu'on avait dit déjà pour les attributs, la constante d'instance, elle est spécifique à chaque objet de la classe. Ça veut dire qu'elle est différente. Elle est associée à l'objet. La constante d'instance, c'est une constante qui est associée à l'objet. Ça veut dire que si j'ai 100 objets, je vais avoir 100 constantes d'instance. Chaque objet, il a sa propre constante d'instance. Pourtant, c'est une constante. Hein. Elle est définie avec le mot-clé final. Pour dire que c'est une constante d'instance, il faut la faire précéder du mot-clé final. La constante de classe, c'est aussi une constante, d'accord, mais elle est partagée par tous les objets de la classe. Donc, on reste sur le statique, on reste sur tout ce qui est lié à la classe. C'est la même logique.
la constante de classe, elle est commune ou bien elle est partagée à tous les objets de la classe. D'accord? Donc, une constante de classe est déclarée avec les mots-clés. Donc, il faut utiliser les mots-clés final, static. Final pour dire que c'est une constante et statique pour dire que c'est une constante de classe. Et elle va exister comme un attribut statique, elle va exister en un seul exemplaire. Il n'y aura pas un exemplaire pour chaque objet, il y aura un exemplaire de la constante partagé par tous les objets. Voilà. Donc, voici un exemple, une classe test constante dans laquelle je déclare un attribut x qui n'est pas constant, int x. Je déclare C1, final int C1, qui est une constante d'instance, et je déclare une autre constante, final static int C2 égale à 100. Donc, C1 est une constante d'instance, C2 est une constante de classe. Et je vous mets des commentaires à droite. Donc, x est un attribut, C1 est une constante d'instance. La valeur de C1 peut être différente d'un objet à l'autre parce qu'elle suit l'objet, mais ne peut pas changer après son initialisation. La constante C1, dès que vous lui donnez une valeur pour un objet précis, elle ne va pas changer. Mais entre deux objets, vous pouvez avoir une valeur de C1 pour l'objet obj1, une autre valeur de C1 pour l'objet obj2. Maintenant, pour la constante C2, qui est une constante de classe, elle est déclarée avec final static, elle existe en un seul exemplaire, c'est une seule case mémoire partagée par tous les objets de type test constant. Et bien, les constantes de classe, il faut les initialiser dès leur déclaration. Si vous avez une constante de classe, il faut l'initialiser aussitôt que vous la déclarez, comme je l'ai fait ici. Final static int C2 égale 100. Après, regardez mon constructeur, qu'est-ce qu'il fait? Test const, donc mon constructeur, il a deux paramètres, x et c. Il renseigne l'attribut x et il renseigne la constante C1. Ce qui veut dire que là, quand je crée un premier objet test constant, je vais créer un premier objet, il peut avoir la valeur 4 pour C1. Après, je fais new test constant pour un autre objet, je peux lui donner la valeur 10 pour C1. Voilà, donc dans le constructeur, déjà, ça se voit que C1 peut avoir différentes valeurs pour différents objets. Mais dès que vous donnez la valeur C1 à un objet, vous n'avez pas le droit de la changer. C'est la notion de constante. Voilà, donc je vous schématise ce que je viens d'expliquer. Vous lisez, s'il vous plaît, la diapo. Voilà, donc là, c'est ce que j'étais en train d'expliquer. Je le schématise. Vous voyez bien que C2 est partagé par les deux objets, OBJ1 et OBJ2. Vous avez C1 dans OBJ1 et C1 dans OBJ2. C1, il a la valeur 30 dans OBJ1 et la valeur, dans OBJ2 et la valeur 20 dans OBJ1. Maintenant, en fait, c'est différent entre les deux objets, mais la valeur 30 ne pourra pas changer et la valeur 20 ne pourra pas changer. C'est le principe de constante. Voilà. Donc là, par rapport à des constantes qui sont définies, qui sont prédéfinies en Java dans des classes,
Donc, dans la classe maths, vous retrouvez la constante pi. La constante pi, vous la connaissez, hein, c'est la fameuse valeur 3,14. D'accord, pi, et elle s'écrit PI. Donc, elle est définie dans la classe maths, elle est définie comment? Final static double, PI égale 3,14. Donc, c'est une constante double. Bon, 3,14 quelque chose, hein, c'est-à-dire qu'il y a plein de chiffres après. Statique parce que c'est une constante de classe et final parce que c'est une constante. Et si je veux utiliser, par exemple, pour calculer la surface d'un cercle, la surface d'un cercle, c'est pi fois r au carré, fois le rayon au carré. Si je dois calculer la surface d'un cercle, je fais référence à cette constante, math.pi. Pour faire référence à cette constante, c'est math.pi. Donc, tout ce qui est statique, c'est le nom de la classe, point, le nom de l'attribut, qu'il soit constant ou pas constant. Hein, d'accord. La classe integer, dans la classe integer, une classe enveloppe, vous retrouvez deux constantes qui s'appellent mean value et max value. Elles sont comme ça écrites en majuscule, hein, comme le PI, hein, Pi aussi c'est en majuscule. Mean value et max value qui définissent respectivement la plus petite valeur du type integer et la plus grande valeur du type integer. Et pour utiliser le mean value de integer, vous voulez l'afficher pour voir, par exemple, c'est quoi la mean value du type integer. Vous écrivez integer.meanValue. D'accord? C'est aussi des constantes donc statiques, des constantes de classe. Donc, je les fais précéder du nom de la classe. Integer.meanValue, integer.maxValue. Il faut savoir que meanValue et maxValue, elles sont définies aussi pour tous les types, tous les autres types, pour le float, pour le long, etc. Donc, si vous voulez savoir quelle est la plus petite valeur d'un long, vous écrivez long avec un L majuscule, point meanValue, long, point maxValue, etc. Je pense qu'il y avait un exercice sur ça en TP. Est-ce que vous l'avez fait? En TP. Sur les Oui. values. Oui. Mean value et max value, voilà. Donc, Ouais. c'était pour voir un petit peu les intervalles de valeur des différents types. Et bien sûr, mean value, max value, c'est des constantes de classe qui sont définies dans chacune des classes integer, float, boolean, integer, float, long, etc., les types scalaires. Voilà. OK. Ce que j'allais dire, est-ce que vous avez fait les classes enveloppes en TP? Non, pas encore. Les wrappers. Oui. Oui. Oui, vous avez fait une séance cette semaine, c'est bon. Avec la série 3. درنا l'exo 1. De tout l'exo 1, très bien. Voilà, puisque j'en parle, est-ce que le rythme du TP vous convient? Est-ce qu'il avance bien le TP ou là trop vite ou là? Trop vite. Voilà, j'ai l'impression. Il me demande de la série, moi je me dis, c'est pas encore le moment. Vous pensez que ça va trop vite? Est-ce que c'est la vie? Allô? Oui? J'ai pas entendu. Qu'est-ce que vous avez dit? Madame, j'aurais répondre à nos questions parce que احنا كشغل نوجدوا le TP par avance, c'est pour ça normalement تمشي vite. Pour les gens اللي بالك ما عرفوش يوجدوها ولا بالك ما تساعدهمش هاد لا ميثود. Mais est-ce que vous sentez que ça va vite, même en ayant préparé? Ok, vous avez préparé vos séries, etc. C'est bien. Il faut préparer justement à l'avance, ne serait-ce que comme ça, de manière rapide, si vous n'avez pas trop le temps, vous pouvez préparer un exercice de, je ne sais pas. Mais est-ce que vous ne sentez pas que ça va trop vite? مادام كيما البارح صافا باسكو قلنا له بلي Ah voilà, il faut lui dire. Quand vous sentez que ça va trop vite, moi, personnellement... Le TP2, شغل درنا 3 exercices على ضربة في 1h30. على بها شغل محسينا هذاك Oui, mais ça dépend aussi de la difficulté des exercices, je ne sais pas, hein, ça dépend de la difficulté. Parfois, on s'attarde sur un exercice parce qu'on veut faire passer certaines notions, on veut insister sur certaines notions. Parfois, c'est rapide, hein, donc je ne sais pas. Mais là, j'ai comme l'impression que ça part un peu vite, je ne sais pas. C'est pour ça que je pose la question. OK. Donc, si ça va vite, il faut dire à l'enseignant, voilà, que ça va vite. Sinon, vous pouvez me dire et moi, je vais transmettre, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, OK.
Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu? Parce que là, on va passer au modificateur de visibilité. Mais de toute façon, il y aura des exercices sur ce qui est statique, sur les méthodes et les attributs statiques, et vous allez les utiliser de temps en temps lorsqu'on demandera. Bon, parfois, on ne vous dit pas, hein, on vous dit pas utiliser un attribut statique, on vous pose une question à laquelle il faut répondre, et après, c'est à vous de voir qu'il faut utiliser un attribut statique. Parfois, on ne vous le dit pas. Donc, il faut comprendre un petit peu à quoi ça sert et comment ça fonctionne. OK. OK, très bien. Donc, les modificateurs de visibilité, bon, je suppose que vous les connaissez déjà parce que vous avez utilisé le public, peut-être le private, pas encore, je ne sais pas. Mais voilà, il faut comprendre déjà le principe de ces modificateurs de visibilité. Et comment il faut les utiliser. Bon, là, ça n'avance pas. Après, quand ça avance trop vite. Donc, ces modificateurs de visibilité, ils sont liés à la notion de package. D'accord? Quand je parle de visibilité publique, package, private, etc., c'est par rapport à une notion qui est la notion de package. Bon, c'est quoi un package? C'est une structure logique qui regroupe un ensemble de classes. Donc, je suppose que vous avez vu déjà quand vous faites le TP, il vous fait sortir le default package. Et ce que vous créez comme classe, vous le mettez dans ce package par défaut, le default package. Ça veut dire que si vous ne changez pas de package, vous êtes en train de tout mettre, de toutes vos classes que vous êtes en train de créer, vous êtes en train de les mettre dans un package qui s'appelle le default package, donc dans le même package. Mais là, on n'est pas censé mettre toutes les classes dans le même package. On est censé organiser nos applications par package, c'est-à-dire de manière modulaire, mettre un ensemble de classes qui ont un lien entre elles, par exemple, dans un package, un autre ensemble de classes dans un autre package, etc. Lorsque je fais une application, proprement dit. D'accord? Si, par exemple, je veux gérer... je veux faire une gestion au niveau d'une faculté. Voilà, je dois gérer tout ce qui est scolarité, tout ce qui est moyens généraux, tout ce qui est personnel administratif et personnel de support, et ainsi de suite. Et je ne vais pas tout mettre dans le même package. Donc, ce qui est scolarité, je le mets dans un package. Ce qui est lié aux moyens généraux, je le mets dans un autre package, etc. Je structure mon application selon une vision logique. Même donc la librairie Java, ou Java, lorsqu'il vous fournit des classes prédéfinies, il les organise en package. Toutes les classes qui sont prédéfinies en Java sont organisées en package. Je vous donne quelques exemples de package. Le package java.lang, c'est le package standard de Java. D'accord? Il comporte les classes système. En fait, la classe système, où est-ce qu'on l'a utilisé déjà, la classe système? Système. Les inputs. Oui, lorsque vous mettez système.out. L'affichage, système, chiffre, les inputs. Système.out.println. En fait, ce que vous êtes en train de faire ici, vous appelez un objet out, c'est un peu spécial, hein, c'est un objet out de la classe système et une méthode print, d'accord, sur l'objet out. Il y a aussi le in, système.in, etc. D'accord, le système.in que vous faites passer comme paramètre dans le scanner pour créer un objet scanner. Bon, il y a donc cette classe système. Il y a les classes enveloppes, toutes les classes enveloppes, integer, float, boolean, caractère, etc. Il y a la classe math qu'on a utilisée déjà, la classe string builder, etc. En fait, c'est des classes très, très utilisées, d'accord, dans les programmes. Et donc, Java, il les a organisées dans un package java.lang, d'accord, qu'il appelle java.lang. Et bien, ce package, si vous remarquez, vous n'avez pas besoin, par exemple, de faire import java.lang.string ou import java.lang.math.
Vous n'avez pas besoin parce que c'est un package importé par défaut. Il est chargé par défaut. Donc, il est tout de suite disponible. Mais pour les autres classes, il faut les importer. Je vous prends par exemple la classe scanner. Vous la voyez, elle est dans java.util. Donc, java.util, qu'est-ce qu'il contient? Entre autres, il contient la classe scanner, la classe random pour la génération de valeurs aléatoires, la classe vector, array list, arrays. En fait, tout ce qui est collection et tableau, etc., et liste chaînée, c'est dans java.util. Et autre chose, hein, les piles, etc., c'est dans java.util. Et bien, ce package, si vous voulez utiliser une classe de ce package, vous êtes obligé de faire import java.util, le nom de la classe. Vous l'avez bien fait avec scanner. Vous mettez import java.util.scanner au début de votre programme pour pouvoir créer un objet scanner, pour pouvoir utiliser la classe scanner. Et puis appliquer des méthodes de cette classe sur l'objet que vous avez créé. D'accord? Si vous voulez utiliser la classe random, vous êtes obligé de faire import java.util.random. Vous avez le java.io aussi qui contient, donc c'est les entrées-sorties, la classe file, writer, reader, etc. C'est les opérations de lecture-écriture sur les fichiers. Le java.awt, c'est pour en fait créer c'est un peu graphique, c'est pour créer des menus, des windows, des fenêtres, des boutons, des barres de boutons, etc. Des barres de menus. La classe color, vous la trouvez dans AWT. Vous avez le java.swing pour aussi les trucs graphiques. Il y a plein de packages. Donc, les classes de Java, elles sont organisées en packages. Et si vous voulez utiliser une classe, à part les classes qui sont définies dans le package java.lang, le package standard importé par défaut, vous êtes obligé de faire import java.util, import le nom du package, le nom de la classe. Maintenant, vous pouvez faire import le nom du package étoile. Là, vous allez importer toutes les classes. Mais c'est inutile de charger toutes les classes si vous avez besoin d'une seule classe. Ou la deux. Voilà. Donc, pour utiliser une classe appartenant à un package externe, il faut importer la classe. Voilà. Donc, je vous donne des exemples. Import java.util.scanner, java.awt.color, etc. Et le programmeur peut créer lui-même, donc il peut organiser ses classes en package. Il peut créer son package et mettre les classes dedans. Donc ça, vous pouvez le voir en TP, c'est très facile. Hein. Vous pouvez demander, si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez demander à l'enseignant de TP et il vous dira comment mettre une classe dans votre propre package si vous voulez créer votre package. Donc après, si je crée, par exemple, j'aurais créé une classe qui s'appelle ma classe dans un package pack 1. Donc, j'ai créé un package pack 1 et dans le package pack 1, j'ai créé une classe qui s'appelle ma classe. Si je veux utiliser cette classe dans un autre package, je suis obligée de faire import le nom du package, le nom de la classe. Donc, je fais comme pour les packages standards de Java. Import pack1.maclass, donc importer une classe créée par le programme. Si je mets par exemple le nom du package .étoile, c'est importer toutes les classes du package java.util. C'est ce que j'ai donné comme exemple ici. Voilà, donc importer, c'est pour pouvoir l'utiliser parce que si vous n'importez pas, vous écrivez une instruction ou là vous créez un objet de cette classe, en fait le compilateur il vous dira je ne connais pas. Voilà, donc la notion de package, c'est une manière d'organiser des classes en package et je peux avoir donc plusieurs packages. Dans un package, j'ai un ensemble de classes. Dans un autre package, j'ai un autre ensemble de classes. D'accord? Une classe qui est dans un package pack 1, elle est à l'intérieur du package, elle est externe au package pack 2. Donc, si vous imaginez deux packages, pack 1 et pack 2, vous avez ma classe dans pack 1. Donc, ma classe, elle est interne au package pack 1, mais elle est externe au package pack 2. Il faut comprendre c'est quoi la notion de interne et externe. Bon, donc maintenant, je reviens à ces niveaux de visibilité. Là, on va parler de la visibilité d'une classe, ensuite la visibilité d'un attribut et ensuite la visibilité d'une méthode. D'accord?
Commençons par la visibilité d'une classe. La classe, elle a deux niveaux de visibilité. Une visibilité publique, d'accord, ou publique, et une visibilité package, par défaut. D'accord. Elle a deux niveaux de visibilité, c'est tout. Hein. Donc, vous ne pouvez pas avoir une classe, par exemple, private. Ça n'a aucun sens. Donc, la classe, elle est soit publique, soit qu'elle n'est pas publique. Si elle est publique, bon, ça veut dire qu'elle est donc visible dans toutes les classes de package externe. Elle est visible dans toutes les classes de package externe. Ça veut dire quoi visible? Ça veut dire que vous pouvez l'utiliser dans des packages externes. Vous créez une classe publique, donc pack 1. Donc, pack 1, vous créez une classe publique. Vous pouvez, dans un autre package, pack 2, créer un objet de cette classe. D'accord? Dans un autre package externe. Vous pouvez créer parce qu'elle est visible. Il suffit de l'importer, mais il faut l'importer. Vous faites dans le package 2, vous faites import, nom du package, point le nom de la classe que vous voulez utiliser, qui est elle-même définie, donc pack 1. Après, vous pouvez créer des objets de cette classe, appeler les méthodes de cette classe, etc. C'est ça, utiliser une classe. Alors, la visibilité par défaut, quand je dis une visibilité par défaut, c'est une visibilité package. Ça veut dire que la classe n'est visible que dans le package où elle a été créée. La classe est visible que dans le package où elle est créée. D'accord? Elle n'est pas visible dans des packages externes. Ça veut dire qu'elle peut être utilisée dans une autre classe qui est définie dans le même package, donc pack 1. Donc, pack 1, si vous avez une classe 1 et une classe 2, d'accord? La classe 1, si elle n'est pas publique, elle ne peut pas être utilisée à l'extérieur. Si elle est publique, elle peut être utilisée à l'extérieur. Si elle n'est pas publique, elle peut être utilisée à l'intérieur, dans une autre classe 2 qui est définie dans le même package. Donc, on vous dit une classe qui n'est pas publique est visible uniquement dans toutes les classes du même package. Donc, il faut les imaginer comme des boîtes, à l'intérieur d'une grande boîte qui est le package. Je pense qu'on a sauté quelque chose. Voilà, je savais que j'avais sauté. Voilà, regardez les niveaux de visibilité d'une classe. Je vous prends un exemple. Vous lisez un peu la diapo pour ne pas trop vous devancer. Voilà, donc regardez, vous avez donc un package pack 1 dans lequel j'ai défini une classe A. Bon, j'ai rien mis à l'intérieur, j'ai mis donc des accolades, des points de suspension à l'intérieur. Après, j'ai une classe B. Regardez, la classe A n'est pas publique. Hein, donc, j'ai rien mis à gauche. Ça veut dire que la classe, elle a une visibilité package. La classe A, elle a une visibilité package. La classe B, elle est publique. Elle a une visibilité publique. Donc, regardez, dans la classe A, comme elle a une visibilité package, on a le droit de l'utiliser dans une classe, une autre classe, mais du même package. Hein.
La classe B, elle utilise bien la classe A. Elle crée un objet. Elle crée un objet new A dans la classe B. Et elle va faire des traitements donc, concernant cet objet. Donc, une classe avec visibilité package ou visibilité par défaut, elle est visible dans toute autre classe du même package. Bon, là, ce n'est pas nécessaire, même si classe B n'est pas publique, je peux utiliser la classe A, il n'y a pas de problème. Hein, d'accord. L'inverse, il est aussi vrai. Donc, la classe, elle est publique, vous pouvez l'utiliser dans toute autre classe du même package. Hein. Donc, public, c'est plus fort que package. Madame, je saute dans un autre... Oui. Oui. On a utilisé la classe A dans la classe B. La classe B est publique. Est-ce que dans le deuxième programme, donc le pack 2, le package 2, est-ce qu'on peut modifier la classe, enfin l'objet A qui est à l'intérieur de l'objet B? Non, impossible. Non, impossible. Vous ne pouvez pas faire référence donc, à une classe si elle a une visite package, vous ne pouvez pas lui faire référence dans un autre package, dans un package externe. Impossible. Ça تكون شغل constante. Enfin, les attributs. C'est quoi constante? Ça veut dire quoi constante? J'ai pas compris. On pourra pas changer les valeurs de l'objet A, de l'objet B. Regardez ce que vous pouvez faire. Regardez ce que vous pouvez faire dans pack 2. Vous pouvez utiliser la classe B. Je le fais bien ici. Regardez. La classe B, elle est publique. D'accord? Donc, pour l'utiliser dans pack 2, il faut quand même, parce que vous êtes sorti du package, vous faites import pack 1.b. On importe la classe B. Il faut l'importer. Et j'ai créé une classe C dans ce package 2. Alors, la classe C, elle a le droit de faire B égale new B. D'accord? Elle a le droit. Parce qu'en fait, c'est un objet de la classe B qu'elle crée et elle vient d'importer la classe B et la classe B est publique. Maintenant, à l'intérieur de ce B, s'il y a une référence à A ou là, il n'y a pas de problème. Parce qu'en fait, le A, il est invoqué directement dans la classe B, mais pas directement dans la classe C. D'accord? À l'intérieur de cette classe B ou cet objet new B, ou une méthode que vous allez appeler sur l'objet B, petit b.méthode. D'accord? Petit b.méthode qui est défini dans la classe B. C'est-à-dire que la méthode, même si elle utilise l'objet A, l'objet petit a, mais l'objet petit a, en fait, il est utilisé dans la classe B, hein? Il n'est pas utilisé dans la classe C. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une utilisation directe de la classe A dans la classe C. Maintenant, si c'est utilisé dans la classe B, c'est interne à la classe B. D'accord. D'accord, voilà. Merci. Okay. Donc là, il faut respecter plutôt, quand je vois comme ça syntaxiquement, je vois que l'objet A, il n'apparaît pas du tout dans la classe C. Mais maintenant, s'il apparaît dans la classe B, c'est permis, hein, c'est permis, c'est pas un problème. Voilà. Donc, la classe B est utilisée dans un package externe qui est pack 2. Voilà. Donc, utiliser, ça veut dire que je peux créer un objet de la classe B, je peux appliquer des méthodes de la classe B. Maintenant, quand vous appelez une méthode de la classe B, si la méthode de la classe B appelle elle-même une méthode de la classe A, ce n'est pas un problème parce que la méthode de la classe B, elle appelle la méthode de la classe A dans le package 1, dans la classe B. C'est-à-dire, ce n'est pas dans la classe. Voilà. Après, j'ai une méthode publique classe D. Voilà. Une classe publique classe D. Okay. Voilà. Bon, la classe D, je pourrais aussi l'utiliser dans pack 1. Si je veux l'utiliser dans pack 1, je ferai import pack2.d. Voilà, donc j'importe dans pack 1, j'importe la classe D en écrivant import pack2.d. Voilà. Et là, après, je pourrai l'utiliser. Donc, la classe A n'est pas publique, elle ne peut pas être utilisée dans un package externe qui est le pack 2, par exemple. Elle a la visibilité par défaut ou bien ce qu'on appelle la visibilité package. Bon, maintenant, on va continuer sur les niveaux de visibilité par rapport à une méthode ou par rapport à un attribut. En fait, les niveaux de visibilité par rapport aux méthodes attributs, c'est les mêmes. Hein. D'accord. Alors, pour une méthode ou bien un attribut, on a 4 niveaux de visibilité. Visibilité public, private, protected et la visibilité package ou la visibilité par défaut.
D'accord. Donc, vous retrouvez ici, sur les deux extrémités, les deux niveaux qu'on a déjà vus, le niveau public et le niveau par défaut. Et après, vous avez le private et le protected. D'accord. Pour l'instant, on ne peut pas expliquer ce niveau protected parce qu'il est lié à l'héritage. L'héritage, c'est quelque chose que l'on va voir donc, dans un autre chapitre, c'est le chapitre 5. Et donc, c'est lié aux classes dérivées. D'accord. Des classes que vous dérivez à partir d'autres classes en utilisant certains principes de l'héritage. Maintenant, ce qu'on peut expliquer, c'est la visibilité publique, la visibilité package bien par défaut et la visibilité private. Je répète que le niveau par défaut n'a pas de modificateur spécifique, ça veut dire qu'il n'a pas de mots-clés spécifiques. Si vous mettez rien à gauche de l'attribut ou bien à gauche de la méthode, ça veut dire que c'est une visibilité package. Si vous mettez rien à gauche du nom de la classe, c'est une visibilité package aussi. Vous lisez, s'il vous plaît, la diapo. Bon, là, on parle de la méthode, donc une visibilité, la visibilité d'une méthode. Donc, la méthode qui est déclarée publique, elle est visible, c'est-à-dire visible, ça veut dire quoi visible? Elle peut être appelée, elle peut être invoquée, bien sûr, sur un objet de la classe. Hein. Elle peut être invoquée sur un objet de la classe où elle est définie. Dans toutes les classes du même package, c'est normal, et dans toutes les classes de package externe. Donc, la méthode, si elle est publique, elle peut être invoquée sur un objet, bien sûr, de sa classe. Elle peut être invoquée dans toutes les classes de package externe, bien sûr, mais il faudrait que la classe soit elle-même publique. Donc, il faut que la classe soit publique, d'accord? Publique classe A. À l'intérieur de la classe A, si vous avez une méthode M, d'accord? Si vous la déclarez publique, si la méthode vous la déclarez public void, par exemple M, cette méthode M, vous pouvez l'appeler sur un objet de la classe A, vous pouvez l'appeler dans des packages externes, vous pouvez l'appeler dans une classe d'un autre package. Bien sûr, il faut importer la classe et il faut que la classe soit publique. Voilà. Donc, une méthode publique, si la classe n'est pas publique, ça ne sert à rien. D'accord? Ça ne sert à rien de déclarer une méthode publique si la classe qui la contient n'est pas publique, parce que vous ne pouvez pas l'invoquer dans un package externe. Il faut que la classe soit publique. Maintenant, il se peut qu'on ne mette rien à gauche du nom de la méthode. C'est une méthode qui est déclarée avec une visibilité par défaut, la visibilité package. Une méthode qui a la visibilité package, elle ne peut être appelée que dans les classes du même package de sa classe. D'accord? Donc, vous avez une classe A et vous avez déclaré une méthode M, mais vous ne l'avez pas déclaré void, vous n'avez pas déclaré public, vous avez mis void M par exemple, ou la int M ou là. Et bien cette méthode, même si la classe elle est publique, la méthode ne peut pas être appelée à l'extérieur. Elle peut être appelée par contre dans toutes les classes du même package. Bien sûr, on crée un objet de la classe A et on fait A.M. Mais dans une classe du même package que la classe A. Parce que la méthode n'est pas publique, même si la classe est publique.
Alors, une méthode maintenant qui est déclarée avec le mot private, c'est en fait le niveau le plus bas de visibilité. Elle n'est visible que dans sa propre classe. Ça veut dire quoi dans sa propre classe? Ça veut dire que cette méthode, on a le droit de l'appeler uniquement dans d'autres méthodes, de la même classe. Donc, vous avez déclaré une classe A, peu importe, elle est publique, pas publique, d'accord? Une classe A. À l'intérieur de cette classe A, vous avez déclaré une méthode private, void, par exemple, M. 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 Après, dans la même classe, vous avez déclaré M2, une autre méthode. Eh bien, M2, elle peut appeler la méthode M, parce qu'elle est dans la même classe que M. Mais si vous sortez de la classe, la méthode M que vous avez déclarée private, vous ne pouvez pas l'appeler. Même si vous restez dans le même package. Vous êtes dans le même package et pas dans la même classe, vous ne pouvez pas appeler une méthode qui est déclarée private. D'accord? Donc, la méthode private ne peut être appelée que dans sa propre classe. Donc, on va du niveau le plus haut de visibilité, du public, vers la visibilité package, vers la visibilité private. D'accord? Et entre le public et le package, il y a le niveau protected. D'accord? Le protected, il est juste en dessous du public. Après, on verra. Parfois, il ne veut pas avancer et après, bon. Je vais attendre. Voilà. Donc là, c'est pour illustrer un peu les niveaux de visibilité d'une méthode. Regardez l'exemple. Voilà, donc sur mon exemple, de manière plutôt schématique, voilà ce que j'ai. J'ai pack 1, donc un package, et j'ai deux classes dans ce même package. D'accord? Classe A et classe B. La classe A n'est pas publique, la classe B, elle est publique. Bon, dans le même package, on s'en fout, public, pas public. Public, c'est par rapport à d'autres packages, au package externe. Hein? Donc ici, j'ai défini trois méthodes. Pourquoi? C'est pour voir un petit peu les trois niveaux de visibilité des méthodes. Donc ma méthode 1, elle a été déclarée avec le modificateur private, donc elle est privée. La méthode 2, aucun mot-clé, donc c'est la visibilité package. Et la méthode 3, elle est publique. Vous voyez, donc si vous faites à gauche du nom de la méthode, vous mettez private, elle est privée, vous mettez public, elle est publique, vous mettez rien, elle a la visibilité package. Regardez, je suis dans le même package et j'ai une classe B. Dans la classe B, j'ai le droit de créer un objet de la classe A parce que en étant dans le même package, même si la classe n'est pas publique,
vous pouvez l'utiliser. Donc, la classe A n'est pas publique, mais je peux l'utiliser dans la classe P parce que je ne suis pas sortie du package. AA égale new A. Donc, je crée un objet de la classe A et je vais appeler les méthodes de la classe A sur cet objet petit a. Donc, j'ai le droit d'appeler la méthode 2 et j'ai le droit d'appeler la méthode 3. Pourquoi? Parce que la méthode 2, elle a la visibilité package. Donc, elle peut être utilisée dans n'importe quelle autre classe du même package. Il faut créer un objet de la classe qui la contient. Et la méthode 3, bon, je peux aussi l'utiliser. Elle est publique. Elle peut même être visible à l'extérieur si la classe est visible à l'extérieur. Ce que je ne peux pas faire, je ne peux pas faire A.méthode 1 dans la classe B. Je ne peux pas faire A.méthode 1. Pourquoi? Parce que la méthode 1, elle est privée à la classe A. Donc, la méthode 1, par exemple, elle peut être appelée à l'intérieur de méthode 2. Elle peut être appelée à l'intérieur de méthode 3, en restant dans la même classe. Mais en sortant de la classe, une méthode qui est déclarée private ne peut pas être appelée, ne peut pas être utilisée. Donc, c'est des méthodes qui sont utilisées plutôt pour être appelées dans d'autres méthodes de la même classe. Et ça peut se faire, hein. On peut en avoir besoin, juste pour garder le contrôle sur ces méthodes et ne pas les faire sortir à l'extérieur. Donc, dans classe B, on peut appeler les méthodes 2 et 3 sur un objet de la classe A. On ne peut pas appeler méthode 1 parce qu'elle est privée. Et si je veux, par exemple, appeler la méthode 3 qui est publique, vous la voyez, la méthode 3, elle est publique. Si je veux l'appeler dans un package externe, ça veut dire que je vais faire un pack 2 avec une classe C et je crée un objet A, etc. Et je vais appeler méthode 3. Là, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que la classe A n'est pas publique. Il faut déclarer la classe A publique pour appeler méthode 3 à l'extérieur. Il faut déclarer déjà la classe A publique et faire import pack1.a. Après, je pourrais créer un objet de la classe A et appeler la méthode 3 dans un package externe, dans une classe d'un package externe. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui. Okay. OK, bon, maintenant, s'il y a des questions, il faut les poser. Bon, de la même manière, je peux avoir, donc, plusieurs niveaux de visibilité pour un attribut. Je peux avoir un attribut public, un attribut private et un attribut avec la visibilité par défaut et aussi protected. Okay. Donc, un attribut, si vous le déclarez public, vous pouvez lui faire référence dans toutes les classes du même package. Donc, vous mettez, je ne sais pas, un nom de l'objet ou le nom de l'attribut. S'il est public, vous pouvez lui faire référence comme ça. Et dans toutes les classes de package externe, si la classe qui le contient est publique. Donc, il faut toujours, si quelque chose, si un attribut, une classe sont publiques et la classe qui les contient n'est pas publique, ça ne sert à rien. Il faut que la classe soit publique pour pouvoir les utiliser à l'extérieur de leur package. Un attribut par défaut, il est visible dans toutes les classes du même package. Donc, c'est pratiquement la même logique que pour les méthodes. Hein. Et un attribut privé n'est visible que dans sa propre classe. S'il est déclaré private, vous ne pouvez l'utiliser que dans sa propre classe. Ça, c'est autre chose. Ça a sauté, hein, je ne sais pas. C'est statique et... Bon, c'est peut-être le public, je ne sais pas. Je pense qu'on a sauté quelque chose. Voilà. Voilà, donc là, je vais parler un petit peu des attributs private et des accesseurs. Donc, un attribut qui est déclaré private, il ne peut pas être référencé à l'extérieur de sa classe. Donc, il ne peut être référencé que dans sa propre classe. Donc, propre classe. Si on veut donner la possibilité d'accéder à cet attribut, dans une autre classe du même package ou bien dans un package externe.
d'accord, dans une classe du même package ou dans une classe d'un package externe. On définit quoi? On définit des méthodes publiques qui sont des accesseurs. En fait, c'est pour accéder à cet attribut. D'accord? Les accesseurs, on les note par get et set. Ce sont des méthodes get et set qui permettent de lire ou de modifier l'attribut. D'accord? Donc, un attribut, si je le déclare private dans une classe, je sais qu'il n'est visible et qu'il peut être manipulé uniquement dans sa propre classe, donc par toutes les méthodes de sa propre classe. Maintenant, si je veux donner accès à cet attribut dans une classe autre que la sienne, d'accord, autre que sa classe, dans une classe du même package ou de package externe, il faut que je prévoie des méthodes appelées accesseurs. En fait, c'est des méthodes get et set. Le get, c'est pour avoir la valeur de l'objet, de l'attribut, pour récupérer la valeur de l'attribut. Et set, c'est pour modifier la valeur de l'attribut. Bon, regardez l'exemple, s'il vous plaît. Les méthodes doivent être get et set doivent être publiques, hein, parce que sinon, je ne pourrais pas les utiliser à l'extérieur. Et la classe doit être publique. Et l'attribut, il est privé. Donc, lisez l'exemple. J'ai une classe publique A, j'ai un attribut X qui est déclaré private. Le get, c'est juste pour retourner la valeur de X. Donc, le get X, c'est une méthode publique qui retourne un int. Et c'est quoi ce int? C'est la valeur de X. Et public set X, void set X, c'est pour modifier la valeur de X. Donc, je vais écrire X égale une certaine formule. Ou là, ça dépend comment je veux le modifier. Je suis dans le même package, j'ai une classe B. D'accord, j'ai une classe B. Je crée un objet de la classe A. C'est permis parce que je suis dans le même package, même si A n'est pas public, mais Hemsh. D'accord. Donc, et après, pour afficher la valeur de X de cet objet A. D'accord, la valeur de l'attribut X de cet objet A. Je ne peux pas écrire A.X. D'accord, system.out.print, je ne peux pas écrire A.x parce que je n'ai pas accès à X qui est dans la classe A. X n'est visible que dans sa propre classe. Donc, qu'est-ce que j'utilise? J'utilise le getX, A.getX. A.getX va me donner la valeur de X et je vais l'afficher. Vous comprenez, même en étant dans le même package, je n'ai pas le droit d'accéder à un attribut privé, je n'ai pas le droit d'appeler aussi une méthode privée. On a vu pour la méthode. Maintenant, je sors du package. Je sors du package, je vais à pack 2. D'abord, pour utiliser la classe A, il faut l'importer. Heureusement, elle est publique. Donc, je fais import pack 1.a. D'accord. J'ai une classe C. Bon, j'ai des choses dans des attributs, etc. Entre autres, dans cette classe C, j'ai le droit de créer un objet de la classe A. J'ai le droit de créer un objet de la classe A. D'accord. La classe A, elle est publique. Okay. Donc, après, je fais A.setX. J'ai le droit de faire A.setX. Je veux modifier l'attribut X de la classe A. J'écris A.setX. D'accord. Je veux accéder, avoir la valeur de l'attribut X
de la classe A, j'écris A.getX. Donc, le get, il me donne la valeur. Le set, il va modifier la valeur. Mais il va modifier comment? Il va modifier la valeur en appliquant la méthode setX qui est définie dans la classe A. Il ne va pas modifier à tort et à travers. Il y a quand même un contrôle sur la modification de ce X qui est privé. On a défini dans cette X une certaine manière de modifier le X. Ce n'est pas pour autant aller la modifier de n'importe quelle manière à l'extérieur. D'accord? Ça peut être une formule, ça peut être une modification sous condition, etc. Donc, nous, bêtement et de manière très, très naïve, pour le set X, on fait X égale le paramètre. Mais ce n'est pas forcément X égale le paramètre. Hein. Ça peut être une modification contrôlée. En général, c'est une modification contrôlée. C'est pour ça qu'on déclare, en fait, les attributs, on essaie de les déclarer privés pour ne pas les modifier à tort et à travers. La classe A est utilisée dans un package externe qui est pack2. Voilà, ça, c'est le commentaire. On accède à l'attribut X, qui est privé, via ses accesseurs. Le getX pour la lecture et le setX pour la modification. Maintenant, là, je ne suis pas obligée de mettre toujours ce getX et ce setX hein, pour un attribut privé. Je ne suis pas obligée. Si je veux ouvrir un accès en lecture, c'est-à-dire je veux juste ouvrir, donner la possibilité de consulter la valeur, je mets juste un attribut getX. Si je veux ouvrir l'accès en écriture ou en modification, j'ajoute la méthode setX. Si je ne veux ni un accès en lecture, je ne mets ni get ni set. Je n'ajoute rien dans la classe A. C'est-à-dire que c'est un attribut caché complètement et qui ne peut être utilisé que dans sa propre classe. Là, tout dépend du contrôle que je veux poser sur mon attribut. D'accord? Je veux qu'il soit, qu'il puisse être consulté en lecture, je mets juste un get. Je me dis, c'est pas grave, il peut être consulté en lecture et en modification, mais l'essentiel, le setX, il faut respecter ce que j'ai écrit dans ma classe. Je mets en fait cette méthode setX. Je veux qu'il soit complètement caché, je ne mets ni get ni set. Voilà. Alors là, donc, ça rejoint un petit peu le principe d'encapsulation. Pour respecter le principe, oui. J'ai une question. Oui. Je reviens. Les attributs. Attendez, je reviens sur la diapo. Oui. ما كاش اسمه visibility package في les attributs ماشي كيما les méthodes. Oui, Kayen, si. Là, je me suis arrêtée juste sur la visibilité private pour vous dire que quand un attribut est complètement caché, voilà, il faut prévoir des accesseurs si nécessaire. D'accord. Maintenant, il y a la visibilité package. Si j'avais rien mis ici, j'avais mis int x, j'avais pas mis le private. Le int x, c'est une visibilité package. Et ça veut dire que ce x, je pourrais après, si je veux l'afficher dans la classe B, je mets a.x. D'accord? Il est accessible directement a.x au lieu de a.getx s'il n'est pas private. Mais après, vous allez voir qu'il y a pour avoir une programmation propre et respecter le principe d'encapsulation, c'est à ça que je voulais arriver, il y a des règles à appliquer. D'accord. Il faut déclarer tous les attributs private et prévoir les accesseurs nécessaires et déclarer les méthodes publiques pour qu'elles puissent être utilisées à l'extérieur ou dans les mêmes classes. Il faut les déclarer publiques, sinon ma classe ne va servir à rien du tout. Il faut déclarer la classe publique pour pouvoir la réutiliser dans beaucoup d'applications, dans toutes les applications qui en ont besoin. Donc, il y a des règles à respecter. Oui, d'accord, merci. Voilà. Donc, principe d'encapsulation, les attributs doivent être déclarés private afin de respecter le principe d'encapsulation et contrôler leur utilisation via les accesseurs. Les attributs sont alors cachés ou bien encapsulés dans la classe qui les contient. Ces attributs sont manipulés à travers les méthodes qui sont dans la classe. Alors, les attributs private sont manipulés à travers les méthodes qui sont définies dans la classe. Le programmeur peut donner, donc il n'est pas obligé, peut donner accès à l'attribut en lecture via une méthode get, en écriture via une méthode set, aucun accès
ni get ni set, l'attribut est complètement caché. C'est ce que j'étais en train de dire. Bon, la diapo ne veut pas avancer. Je ne sais pas ce qu'il lui prend. Je ne sais pas si c'est ça. Oui. Donc là, c'est la diapo suivante, c'est la diapo sur les règles générales d'utilisation des niveaux de visibilité. Voilà. Donc, règle générale, il faut noter que les attributs doivent être déclarés private ou protected. Protected, c'est lorsque j'ai des classes dérivées et que je veux donner accès à ces attributs dans les classes dérivées. Ça, c'est à voir plus loin. Les méthodes doivent être déclarées public ou aussi protected pour favoriser l'utilisation et la réutilisation. La réutilisation dans le sens où une méthode qui est déclarée publique, elle peut être appelée dans une autre méthode d'un package externe. Ça favorise un petit peu la réutilisation de méthodes. Les classes doivent être déclarées publiques parce qu'on a vu la classe, elle a deux niveaux, public ou bien par défaut. Les classes doivent être déclarées publiques pour favoriser aussi la réutilisation. Parce que si vous déclarez la classe avec une visibilité par défaut, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de l'importer, on n'a pas le droit de l'utiliser à l'extérieur, etc. Elle ne servira à rien du tout, elle va rester dans son propre package. Sachez que ces règles générales sont appliquées dans toutes les classes qui sont prédéfinies en Java. Ça veut dire, sachez que pour les classes qui sont prédéfinies en Java, tout ce qui est attribut, qu'il soit constant ou pas constant, tout ce qui est attribut, il est déclaré private. Tout ce qui est méthode, c'est déclaré public. Et tout ce qui est classe, c'est public. D'accord? Bon, à part les attributs qu'on utilise directement, là, les attributs qu'on utilise directement, les constantes. Les constantes, elles sont déclarées publiques. Hein. Les constantes, elles sont déclarées publiques. Parce qu'on a vu tout à l'heure, en important, non, sans importer la classe math, hein, parce qu'elle est dans le package par défaut. Donc, on avait le droit d'écrire math.py. Math.py dans une autre classe, d'un autre package, cela veut dire que pi, elle est déclarée publique. D'accord. Integer.minValue, integer.maxValue, cela veut dire que minValue et maxValue sont déclarés publics. D'accord. Donc là, il faut savoir que les constantes sont déclarées quand même publiques. Mais autre attribut, c'est caché à l'intérieur des classes. Et après, vous allez voir ces méthodes set et get, etc. Vous allez bien les voir lorsqu'on verra les classes sur les collections et tout. Vous allez bien voir l'utilisation du set et du get. Cela veut dire qu'il y a des attributs à l'intérieur de ces classes qui sont cachés, qui sont privés. Voilà, donc c'est ça les règles générales. Maintenant, à partir de là, quand vous écrivez vos applications de TP ou là, vos exercices là, il faut respecter ces principes, en fait, ces règles. Les attributs, il faut les déclarer private, les méthodes, vous les déclarez public, les classes publiques, et vous prévoyez des get et des set pour vos attributs si vous avez besoin de les utiliser donc, à l'extérieur. Naïvement, dans nos exercices, on va mettre getX et setX. On va mettre getX pour retourner la valeur de X. De toute façon, ça ne peut pas changer. Mais le get, on va juste mettre X égale X1, par exemple, dans le set. Dans le set X, on va faire passer un paramètre X1 et on va mettre X égale X1. Ça, c'est très naïf hein, comme traitement. Okay, parce que bon, on n'a pas de détails sur la manière de modifier le X. C'est juste pour simuler un petit peu cet accesseur en écriture. Est-ce que vous avez des questions?
S'il vous plaît, est-ce que vous avez des questions? Vous m'entendez? Oui, madame. Oui. Est-ce que c'est compris? C'est pas compris? C'est compris. Mhm. Madame, en règle générale, Oui. IDA, on travaille qu'avec un seul package. On n'a pas besoin d'utiliser le public. On peut toujours rester. Quand vous êtes dans un seul package, oui, vous n'avez pas besoin d'utiliser le package. Mais en général, j'ai dit, on ne met pas tout dans un même package, hein. Là, lorsque vous allez passer à la programmation propre, finalement, vous faites une petite application. Il faut essayer d'organiser en plusieurs packages. Lorsque vous allez faire votre mémoire, par exemple, de fin d'études, c'est sûr que vous n'allez pas tout mettre dans un même package. D'ailleurs, on déconseille aux étudiants de mettre tout dans un même package, hein. D'accord. Voilà, il y a un package utilitaire, un package interface, un package. Il y a une manière, en génie logiciel, il y a une manière d'organiser les classes d'une application. Justement, c'est pour une question de maintenabilité et de réutilisation et tout ce qui s'ensuit. Et c'est tout l'intérêt de la programmation orientée objet. C'est cette manière de structurer un code de manière à se retrouver facilement, de manière à pouvoir l'étendre, de manière à pouvoir le corriger, et ainsi de suite. À le réutiliser. Et voilà. Les principes généraux de l'orienté objet. Voilà, donc si c'est compris, je pense qu'on peut enchaîner par un petit exercice, juste comme application de ce qu'on vient de voir. Je vais chercher l'exercice. Bon, je vais arrêter ce partage parce que je ne pourrais pas partager les deux en même temps. Alors, exercice. Voilà, donc je vais essayer de partager ça. Vous avez le partage, c'est bon? Oui. Est-ce que vous voyez le partage? Oui. Oui? Je vais juste essayer d'agrandir un peu et j'espère que ça va se faire. C'est juste pour le schéma, je voulais l'agrandir. Mais là, ça me pose problème. Bon. C'était 65%, 65.
Bon, là, vous avez donc, vous lisez, s'il vous plaît. Est-ce que vous arrivez à voir les schémas des classes? Package 1, package 2. Très bien. Voilà. Les attributs et méthodes que vous avez dans chaque classe, parce que après, on va travailler sur ce schéma. Hein. Donc là, dans PAC 1, j'ai deux classes qui sont publiques, hein, classe 1 et classe 2. Donc, je les ai appelées classe 1 et classe 2. C'est ce que j'appelais tout à l'heure, A, B, C, etc. Donc là, dans classe 1, j'ai trois types d'attributs. J'ai un attribut X qui est déclaré private, un attribut Y qui est public et un attribut Z qui a la visibilité par défaut. Idem, j'ai trois méthodes. Méthode 1.1, méthode 1.2, méthode 1.3. La méthode 1.1, elle est déclarée private, 1.2, elle est publique et la méthode 1.3, elle a la visibilité par défaut. C'est pour donner un petit peu tous les cas de figure. Dans le même paquet, j'ai une classe 2 où j'ai les méthodes 2.1 et 2.2 qui sont toutes les deux publiques. Je passe dans le package 2. J'ai une classe 3 avec trois méthodes, 3.1, 3.2, 3.3, qui ont toutes les trois la visibilité package. Et dans la classe 4 aussi, donc j'ai les trois méthodes 4.1, 4.2, 4.3 qui ont la visibilité package. La classe 4 aussi, elle a la visibilité package. Elle n'est pas publique. La classe 4 n'est pas publique. Les autres classes sont publiques, sauf la classe 4. De toutes les manières, ça ne sert à rien de déclarer une méthode publique à l'intérieur d'une classe qui n'est pas publique. Hein. Si la classe n'est pas publique, la méthode, ça ne sert à rien. À l'intérieur de la classe, ça ne sert à rien de la déclarer publique. Bon, on vous pose une question. La classe 4 est-elle accessible dans package 2? J'attends vos réponses. Oui, elle est là. Dans le même package, oui, elle a la visibilité package déjà. Mais dans pack 1, non. Non. Parce qu'elle n'est pas publique. Il est déclaré par défaut. Voilà. Pour la rendre publique, il faut ajouter juste le mot public à gauche de la classe 4. Voilà. Comment la rendre accessible? Il faut ajouter le mot public à gauche de la classe 4. Après, on vous dit dresser un tableau, deuxième question, qui montre l'accessibilité des attributs et méthodes de classe 1. Donc, on se focalise sur classe 1. Dans les autres classes du schéma, ça veut dire qu'il faut mettre un tableau comme ça. Donc, un tableau où je mets sur les lignes, je mets les attributs et les méthodes de la classe 1. Et sur les colonnes, je vais mettre classe 2, classe 3 et classe 4. D'accord. Voilà. Et dire, par exemple, est-ce que l'attribut X, est-ce qu'il est accessible dans classe 2, classe 3, classe 4? L'attribut Y, est-ce qu'il est accessible dans classe 2, classe 3, classe 4? L'attribut Z, etc. La méthode 1, est-ce qu'elle 1.1, est-ce qu'elle est accessible? 1.2 et 1.3. C'est ça ce qu'il faut renseigner sur le tableau. Donc là, pour l'attribut X, où est-ce qu'il est accessible cet attribut? Je suis dans classe 1. Uniquement dans la classe. Dans sa propre. Voilà. Voilà. Donc, dans les autres classes, je vais mettre non, non, non partout. Il n'est pas accessible. L'attribut Y. Disponible partout. Partout. Voilà. Partout. Il est accessible partout. L'attribut Z. Dans le même package seulement. Donc, classe 2 seulement. C'est-à-dire, Classe 2 seulement. Classe 2. voilà. Donc, classe 1 et classe 2. C'est normal. Dans sa propre classe, c'est sûr. D'accord. Donc, classe 1 et classe 2. Voilà. Idem pour les méthodes. D'accord. C'est le même principe pour les méthodes. La méthode 1.1, elle sera accessible uniquement dans classe 1.
Voilà. Et partout ailleurs, non, non, non. On mettra non. La méthode N2, elle sera accessible. Accessible Partout. partout, dans toutes les classes. Elle est publique, du moment que la classe est publique aussi. Et la méthode N3, elle sera accessible où? Classe 1, classe 2. Voilà, classe 1 et classe 2. Voilà, donc c'est ce qu'il fallait renseigner dans le tableau. Hein. Voilà. Voici le tableau. D'accord. Les mêmes règles d'accessibilité sont applicables ou appliquées aux attributs et aux méthodes. D'accord. Voilà. Donc, tout ce qui est privé, c'est partout non. Tout ce qui est public, c'est partout oui. L'essentiel, c'est que la classe soit publique. Tout ce qui est par défaut, c'est accessible dans classe 1, dans sa propre classe, et dans classe 2. Et partout ailleurs, non. Voilà. Donc, c'est les mêmes règles. C'est pour vous rappeler que les règles d'applicabilité pour les attributs et les méthodes sont identiques. Voilà. Et on rappelle aussi que l'accessibilité d'un attribut ou méthode publique à l'extérieur du package nécessite que la classe qui le contient soit déclarée publique. Après, on vous donne donc la suite de l'exercice. C'est une portion de code où on vous demande de recenser les erreurs et dire en fait pourquoi c'est une erreur. Hein. Il faut vous rappeler seulement que X, il est private dans C1, dans la classe 1. Donc, X, il est private, Y, il est public, et Z, il a la visibilité package. Que la classe 1, elle est publique, que méthode 1.1, elle est private, méthode N2, elle est publique, et méthode N3, elle a la visibilité package. Voilà, donc c'est et que la classe 4 n'est pas publique. Voilà. Là, la portion de code, ce qu'il faut remarquer, déjà ce qu'on a écrit en haut. Hein. Donc, quand on vous donne une portion de code, il faut bien lire du début jusqu'à la fin. Donc là, c'est package pack 1. On se trouve dans package pack 1. À l'intérieur du package pack 1, on a la classe 2. La classe 2, elle est publique. Sur le schéma, vous l'avez vu. Public classe 2. Là, on est en train d'écrire un code dans la méthode 2.1, de la classe 2 qui se trouve dans le package 1. C'est le même package que la classe 1 et c'est un package externe par rapport à la classe 3 et c'est un package externe par rapport à la classe 4 aussi. Voilà, tout ça, il faut l'avoir en tête. Bon, normalement, on a le schéma sous les yeux. Hein. Bon, dites-moi, dans cette portion de code, quelles sont les erreurs que vous recensez déjà? On ne peut pas utiliser classe 3 et classe 4. Il faut faire une porte package pack 2. OK, en fait, commençons, oui, ça c'est un petit peu vers la fin, oui. Commençons par les premières instructions. Déjà, est-ce que la première instruction est correcte? C'est un point X est incorrect parce que X est private. Voilà, donc déjà, la première instruction, donc à part la création de l'objet C1, c'est bon, mais le système.out.print, c'est un point X égale c'est un point X. Ça, c'est pas correct. C'est pas correct. Pourquoi? Parce que le X, vous êtes dans la classe 2. Le X, il est défini dans classe 1 private. Donc, vous ne pouvez pas y accéder comme ça directement
dans la classe 2, même si vous êtes dans le même package. D'accord? Donc, X, le C1.x, system.print, c'est une erreur. D'accord? Qu'est-ce qu'on doit faire pour régler cette erreur? Get. Voilà. Il faut revenir à la classe 1. D'accord? Revenir à la classe 1. Ajouter un getX. D'accord? Ajouter une méthode, un accesseur public. Public ou la machine publique, hein, on est dans la même classe. En général, c'est public. GetX pour retourner X. Et après, on écrit C1.getX. D'accord? Donc, ça, c'est pour régler la première erreur. La deuxième ligne, est-ce qu'elle est correcte? C'est 1.Y. Oui. L'affichage de C1.Y. Oui. Oui, parce que Y, en fait, il est public. Donc, il est accessible partout. Le C1.Z. Oui, parce qu'on n'est le même pack. C1.Z, c'est correct aussi parce qu'on reste dans le même package. D'accord, voilà. Donc là, sur les 3 premières lignes ou les 4 premières lignes, on a une erreur. Une seule erreur, c'est le C1.x. Maintenant, C1.méthode 1.1. L'appel de la méthode 1.1, oui. C'est private. La méthode 1.1, elle est private. On n'a pas le droit de l'appeler à l'extérieur de sa propre classe. Donc là, c'est aussi une erreur. D'accord? Il faut rendre la méthode soit avec une visibilité par défaut. Ici, ça va suffire, hein, une visibilité par défaut. Sinon, pour respecter le principe général d'écriture des méthodes, on va la rendre carrément publique. D'accord? Donc, la méthode 1.1, elle est private, c'est une erreur. D'accord? Je ne peux pas l'appeler à l'extérieur de la classe 1, qui est sa propre classe. La méthode 1.2, l'appel de la méthode 1.2, correct. Correct, parce qu'en fait, elle est publique. Et la méthode 1.3 qui a une visibilité package, c'est aussi correct. Oui, parce que on reste dans le même package. Donc là, les 2 erreurs qu'on a recensées, c'est par rapport à l'attribut private et à la méthode private. Après, vous avez une autre instruction, c'est classe 3, C3 égale new classe 3. C'est correct? On n'a pas importé le pack 2. Voilà, donc en fait, il faut importer. C'est une classe qui est publique. Si on revient au schéma, la classe 3, elle est publique. Hein. Donc, il faut ajouter tout à fait au début, import pack2, point classe 3. Ou bien, en fait, import pack2, hein, point étoile. D'accord? Je peux importer uniquement la classe, donc pack2.classe 3. Sinon, je peux importer tout le package, import pack2.étoile. Bon, lorsque le package contient beaucoup de classes, c'est déconseillé de l'importer complètement si on n'a pas besoin d'utiliser beaucoup de classes de ce package. Hein. D'accord? Il faut importer la classe qu'il faut. Donc là, il faut importer la classe, sinon ça ne marche pas. C3.méthode 1.1. Qu'est-ce que vous dites de cette instruction? C3.méthode 1.1. La méthode 1.1 est private. On ne peut pas l'utiliser sur une autre classe. C'est pas ça déjà le problème sur la méthode 1.1 à ce niveau. Hein. Bon, même supposer qu'elle est publique, supposer qu'elle soit publique, on l'a déjà corrigé. Même si la méthode 1.1, bon, déjà, elle est private, elle ne peut pas, mais même si elle était publique. Bah, par exemple, si j'avais mis 3 pour méthode N2. Hein? On ne peut pas utiliser une méthode dans une autre classe avec la classe C3. Voilà. C3 est un objet de la classe 3. Il ne peut pas, on ne peut pas appeler une méthode de la classe 1 sur un objet de la classe 3. D'accord? Donc là, c'est une erreur. Hein? C3.méthode 3.1. La méthode 3.1, je rappelle, c'est une méthode de la classe 3. Hein? On n'est pas Flowpack. Oui. On peut l'utiliser. On peut l'utiliser. Est-ce qu'on peut l'utiliser? On n'est pas Flowpackage 2. Voilà, on ne peut pas. On ne peut pas. Pourquoi? Parce que ça, c'est une question de visibilité. Donc, C3.méthode 3.1, bien que la méthode 3.1, c'est une méthode qui peut s'appliquer sur un objet de la classe 3, mais la visibilité, elle a la visibilité package. On est sorti du package, on n'est pas dans package, on est dans package 1, on n'est pas dans package 2, donc on n'a pas le droit d'utiliser. Elle n'a pas la visibilité qu'il faut. Il faut rendre la méthode 3.1 publique pour pouvoir l'utiliser dans pack 1, à l'extérieur de son package.
OK? Même chose Maintenant, pour cette méthode code 2. pour la classe 4, oui, pour la classe 4, New classe 4. On n'a pas importé le pack 2 et pour la méthode Voilà. K4 2, Déjà, même chose. oui, déjà la classe 4, il faut la rendre publique. C'est ce qu'on avait répondu à la première question. Il faut la rendre publique. Après, il faut importer pack2.classe 4. Et après, la méthode, elle n'est pas publique, il faut la rendre publique pour pouvoir l'appeler dans un package externe, la méthode 4.2. OK, donc tout ça, ce sont des erreurs. Donc, il faut prendre instruction par instruction et essayer de voir quelles sont les erreurs sur la portion de code. Voilà. Donc, je vous renseigne ici les commentaires et les corrections. C'est un exercice qui résume un peu tout ce qu'on a vu dans le cours. Hein? Oui. Voilà. Bon, après, je vais vous envoyer le corrigé, mais comme j'ai un exercice avant déjà dans le même fichier, je préfère que vous fassiez déjà l'exercice, je pense que c'est l'exo 4 de la série 2. Après, je vais vous envoyer le corrigé. Mais à la fin, voilà, je rappelle les règles générales, parce que là, on s'est amusé à déclarer des méthodes qui sont privées, des méthodes qui sont pas publiques, des attributs qui sont publics et ainsi de suite. Là, je rappelle quand même les règles générales à respecter pour avoir une programmation propre en orienté objet. Donc, en fait, c'était la dernière diapo de notre cours. C'est compris? Oui. Voilà, donc s'il y a des questions, là, vous pouvez les poser. Sinon, vous pouvez envoyer par email ou là, attendre la prochaine séance. Voilà. Madame, Oui? pour Oui. la deuxième série de TD, est-ce que c'est trop tard pour l'envoyer? C'est-à-dire l'envoyer. On ne doit pas envoyer nos essais. Si vous voulez, hein, si vous voulez, vous envoyez à Madame Bouziane. D'accord. Vous envoyez à Madame Bouziane, bien sûr, c'est conseillé de toutes les manières de travailler vos exercices. Vous les envoyez, ça donne une idée sur en fait, votre niveau d'assimilation, le degré d'assimilation des cours et des TD. Oui, c'est très bien si vous travaillez vos séries. OK. Vous pouvez l'envoyer à Madame Bouziane, il n'y a pas de souci. Non, ce n'est pas encore trop tard. Vous n'avez pas entamé la série 2. Vous l'avez entamé, la série 2? Pas encore. Oui, elle a un TD en retard, hein, de toute façon. Elle va essayer. Et madame, mais on nous avait dit justement de préparer nos séries en avance et que si on faisait la correction de la série, c'était trop tard pour l'envoyer. Mais vous ne l'avez pas encore entamé. Maintenant, si par exemple aujourd'hui vous allez faire justement, 2 exercices. aujourd'hui. Allez, si vous faites 2 exercices, après vous pouvez envoyer les 2 autres qui restent. D'accord, merci madame. Voilà. Donc, vous avancez au rythme qui vous convient. C'est sûr que si tous les enseignants vous demandent d'envoyer vos corrigés de séries, etc., vos solutions de série, après vous allez avoir des projets et tout, vous n'allez pas vous en sortir. Hein. Donc, faites ce que vous pouvez, faites l'effort nécessaire. Hein. Faites l'effort nécessaire. Maintenant, vous faites 2 exercices de la série, 3 de la série, un exercice. C'est toujours bon. Hein. Bon. Il faut toujours, bien sûr, aussi travailler pendant la séance. Il faut rester branché avec l'enseignant pendant la séance. C'est pour ça que je n'aime pas trop, moi, les séances comme ça à la queue leu, où je laisse un créneau pour être plus ou moins à l'aise. J'ai besoin de 5 minutes avant, 5 minutes après. Après, on vient, on place un cours. Et après, les étudiants, ils sont saturés, ils écoutent pendant